ebela bipa ezali yo demandez tout ça va esengo parce que vous savez bon le ressuscité. Alléluia. Bonjour, bonsoir à tous les amis d'Anglo-Congo. Ça fait de la joie de vous retrouver. Pour certains d'entre vous, il fait déjà tard. Pour ceux qui sont en Amérique du Nord, j'imagine. Et ceux qui sont au Congo, en Europe, c'est très tôt le matin. Il y a déjà un auditeur de Anglo-Congo, Michel Lekambo Abea, qui nous salue depuis la belle et jolie ville de Windhoek en Namibie. Merci beaucoup Michel, ça me va tout droit au cœur. Il est 4h14 à Windhoek. Il y a l'homme de Dieu Patrick Djembe qui est le premier à poser la question, qui nous suit à partir de United Kingdom, au Royaume-Uni, plus précisément à Londres. Il pose la question suivante. Bonjour Anglo-Congo, ma question, peut-on faire confiance aux leaders de la Mouka pour les changements RDC? Question très pertinente. Il faut déjà, sur l'exemple de Patrick Djembe, poser des questions pour qu'on gagne le temps. Et puis il y a déjà des réponses, mais je vais donner la mienne. Il y a Alexis
Kapungu qui dit à Patrick Djembe, il ne mérite pas, sont des voleurs et tribalistes. Ça, ce n'est pas notre réponse. Nous allons donner la nôtre. Alors, des questions en rapport avec les titres de cette émission. Pourquoi Mike Mkebai, qui est très connu, s'en prend-il à Martin Fayulu, qu'on appelle Mafa par ses supporters? Voilà. La deuxième question. Pourquoi les diplomates vont à Fadenhouse? On les a vus aller là-bas défiler après l'arrivée de Martin Fayulu à Kinshasa. Qu'est-ce qui est en train de se préparer? Qu'est-ce qui est derrière toutes ces apparences? Parce qu'il s'agit des apparences. Alors nous devons creuser dans cette analyse pour aller toucher, j'espère, ce qui est caché. C'est une tentative que nous allons faire tous ensemble. Mais avant que nous puissions aborder ces deux sujets, l'actualité, c'est le président de la République avait reçu le corps professoral, donc de l'enseignement supérieur et universitaire. Vous savez, ils sont en grève. Et au dire de leur porte-parole, c'était une rencontre fructueuse. Nous espérons dans les jours à venir, les gouvernements dirigés par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba va concrétiser ce que le président de la République et les professeurs se sont dit, et ça serait pour le grand bonheur des étudiants. Encore, parce que nous parlons un peu de ce secteur-là, eh bien, l'université de Kinshasa a été pratiquement restaurée. Elle est dans une nouvelle robe. Nous disons félicitations au gouvernement, au président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Enseignement supérieur et secondaire, M. Thomas Louaka. C'est bien, mais il faut que l'on pense d'augmenter la capacité d'accueil de cette université qui avait été construite dans les années, vers la fin des années 50. Aujourd'hui, on a connu une montée démographique extraordinaire. Donc, il est tout à fait normal que la capacité de cette université, dans la mesure du possible, puisse être augmentée ou alors en construire d'autres, du moins de ces standards-là, à travers le pays, parce que jusque-là, il n'y a que 3 universités qui sont des universités de référence à travers tout le pays, celles de Kinshasa, de Lubumbashi et de Kisangani. Donc, nous encourageons les gouvernements à voir dans quelle mesure cela peut être fait, parce que ça peut être fait. On a vu Matata Pogno construire une université ultramoderne à Kindu. Si un individu peut le faire, donc le gouvernement peut aussi le faire. Voilà, c'est une question de volonté. Alors, autre chose dans l'actualité, avant que nous puissions aborder les sujets du jour, il y a toujours à l'est de la République l'insécurité, mais on a vu de rebelles qui se sont rendus, c'est ça les termes. Le porte-parole de l'armée a parlé de la même chose. C'était suite au dialogue engagé par des anciens leaders rebelles du coin avec ceux qui étaient encore jusqu'à la reddition actifs, et ça portait des fruits. Donc, la guerre de l'Est, il ne s'agit pas seulement de promouvoir, de prôner une solution militaire, mais aussi, il faut penser aussi à engager les dialogues avec les chefs des communautés, avec des chefs de groupes armés, et les dialogues peuvent donner de meilleurs résultats qu'on ne pensait pas.
actualité tourne autour aussi de l'apparition en bonne santé, apparemment, il faut le dire, de monsieur Paul Kagame, qui est le président de la République du Rwanda. Le Rwanda, c'est un pays qui intéresse beaucoup les Congolais, vu ce qu'il y a eu entre le Rwanda et la RDC, l'implication de la RDC, souvent on ne le dit pas, dans les conflits rwandais, et ensuite l'implication du Rwanda dans la situation de l'Est de la République. On a vu Kagame, il a fait une interview, c'était en partie en Kinyarwanda, mais une bonne partie c'était en anglais, et là-dedans il a parlé aussi de la RDC, du conflit à l'Est de la République. Cela a démenti l'information que nous avions relayée du prêtre Thomas Minani, qui avait dit que Kagame était en agonie, qui ne pouvait plus fonctionner, mais on a plutôt vu un homme lucide, en bonne santé, et nous l'avions dit après, parce qu'on avait eu l'information, dans une des émissions de Blaise Mukenge, nous avions dit qu'il est bel et bien en vie, parce qu'il avait même, aujourd'hui on peut le dire, il avait même reçu des officiels congolais pendant qu'il y avait des rumeurs, hein, et c'était dans le cadre des contacts pour la tenue du sommet qui va se tenir au Congo, où les présidents des Grands Lacs seront là. Donc, voilà. Il y a aussi l'ambassadeur rwandais, Karega, qui avait tenu des propos qui ont indigné la majorité des Congolais. C'était une sorte de déni de massacre qui avait eu lieu à l'Est de la République, pendant que l'AFDEL, plutôt pendant que l'RCD occupait l'Est de la République. Et cela a amené certains Congolais à envahir la rue pour aller protester devant l'ambassade de la RDC. Vous savez, la manifestation avait été finalement dispersée par la police. Il y a eu quelques blessés, mais il n'y a pas eu de morts. Mais l'indignation continue. Le ministre Jolino Makelele a dit que le gouvernement avait demandé des explications au Rwanda et qu'ils avaient même exigé que, si je pense, que, si je ne me trompe pas, voulais-je dire, que monsieur l'ambassadeur, que le gouvernement du Rwanda essaie un peu de voir comment les remplacer. Je dis avec beaucoup de prudence. Bon, voilà. Là, ce sont là des sujets qui sont à la une, en dehors de ceux que nous voulons analyser ici. Mike Mukebai, vous savez, c'est un homme qui parle bien. Il est membre du parti cher à Moïse Katumbi, l'ensemble. Et dans ses interventions, il le dit bien, hein, qu'il est membre de l'ensemble, membre de la MUCA, donc cadre de la MUCA. Il était en charge de la communication jusqu'à ce qu'il s'est brouillé avec Martin Fayulu et son entourage. Alors, donnons un peu les contextes. Martin Fayulu rentre d'un long voyage qui l'a conduit en Europe et puis aux États-Unis où il a été bloqué. My goodness. Où il a été bloqué. Excusez-moi. Où il a été bloqué et Fayulu rentre des États-Unis, mais avant de rentrer, il a tenu une conférence de presse à Washington. On a vu un Fayulu conciliant, modéré dans son langage. Fayulu arrive à Kinshasa
il tient un meeting, il reprend un discours, j'allais dire, radical et même extrémiste, et il lâche que le président de la République, il met en garde le président de la République parce que, dit-il, il est en train de violer la Constitution. Et il cite un exemple, les cas de deux magistrats qui étaient nommés, qui étaient des juges à la Cour constitutionnelle et qu'on avait envoyés à une autre juridiction et qui finalement avaient écrit au chef de l'État plaidant qu'ils soient maintenus étant donné que leur mandat courait encore. Alors, pour la petite histoire, nous avions quelques informations sur ces juges. Vous savez, ces juges étaient informés, n'avaient pas protesté de leur nomination. Ces juges avaient pris part à des séances de préparation. Un instant. Hello? Come on. Alors, je peux rien, c'est le téléphone de la maison. Excusez-moi. Alors, voilà que ces juges, ça c'est les récits que nous avons, des sources très crédibles, hein, très fiables. Ces juges, pour parler de l'un d'entre eux, de ces deux juges, alors qu'il s'est rendu au lieu de la cérémonie, finalement, des gens vont se présenter chez lui, le prendre et l'amener à un endroit inconnu. Par la suite, on va découvrir qu'ils étaient à l'hôtel Rotana, retenus là-bas. Personne n'avait accès à eux, disons les membres de famille et les amis. Monsieur Mulania s'y était rendu. Ils étaient gardés là-bas. Il y avait une seule personne finalement qui avait eu accès à ces juges, c'est le médecin. Et c'est après ça après qu'ils aient écrit la lettre, sous la bonne surveillance de M. Mulania, et c'est alors qu'on va leur permettre de parler à leur famille, pour les rassurer qu'ils sont en vue. Et vous connaissez la suite, finalement, ils avaient regagné leur famille. Alors, nous ne voulons pas aller dans l'enjeu de ces nominations, de la Cour constitutionnelle qu'on veut exorciser de la Kabylie. Un instant, c'est important. Yes, my brother. Oui. Non, ça va là, en direct. D'abord, rappelez-le. Ok. Alors, excusez-moi encore une fois, donc il y a des appels qu'on doit prendre. Et nous voyons Fayulu qui rentre, qui prend la défense au nom du respect de la Constitution, donc de l'état de droit. Il prend la défense de ces deux juges qui avaient siégé au moment où les juges avaient validé, la Cour constitutionnelle avait validé par son arrêt l'élection du président Félix Tshisekedi que Fayulu avait contesté devant cette juridiction. Alors, il y a de quoi se poser des questions. Au lieu que ça s'arrête là, on va plutôt, monsieur, comment il s'appelle, le pasteur Théodore Ngoï, qui est avocat de ces deux juges et qui fut aussi avocat de juge Luamba et qui fut aussi avocat de Chibola. Finalement, il se présente chez Fayulu, il vient l'appuyer et il dit qu'il a écrit au président du Sénat et à la présidente de l'Assemblée nationale
parce que le chef de l'État a violé intentionnellement la Constitution. Or, nous savons, et il a écrit aussi au chef de l'État, où il lui demandait de revenir sur sa décision. Alors, la question que l'on se pose, on dit, bon, s'il faut que l'Assemblée nationale, après qu'on ait respecté toute la procédure, je vous recommande de suivre le professeur Mbata, qui a éclairé l'opinion en expliquant dans quelles conditions le président peut être mis en accusation, et s'il arrivait que l'Assemblée nationale et le Sénat l'autorisaient. Ça sera donc par un vote. Or, nous savons que la majorité dans ces deux chambres sont tenues par les lieutenants de Joseph Kabila. Donc, Martin Fayulu, en appelant à la mise en accusation du chef de l'État, et appuyé par le pasteur, l'avocat Théodore Ngoï, c'est-à-dire quelque part, parce qu'ils ne sont pas idiots, ils savent qu'ils vont bénéficier du soutien de ces deux chambres qui sont sous le contrôle de Joseph Kabila. Parce que sinon, comment une telle démarche pourrait aboutir, hein? Je dis cela après, j'assume, j'imagine que toute la procédure a été respectée, que le procureur général finalement a demandé la permission que le président soit mis en accusation. Alors la question, je reviens sur cela, quelle garantie a Martin Fayulu que Kabila va lui prêter ses lieutenants pour que cette démarche aboutisse? Ça, c'est une question pertinente. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, lui compte sur la majorité des Kabila pour faire aboutir une démarche que lui appuie, qu'il soutient? Alors, nous voyons très vite des réactions venant de l'UDPS. Ça, c'est naturel. Hein. Le président Félix Tshisekedi est issu de l'UDPS, hein, au propre et au figuré. C'est le fils de Etienne Tshisekedi, c'est les cadres de l'UDPS qui finalement va gravir des échelons en devenir les présidents. Donc c'est UDPS des dos et des faces. Hein. C'est tout à fait normal que l'UDPS réagisse. Mais là où ça étonne, c'est que on a vu, non seulement Mike Moukébaï, parce que lui n'est qu'une partie de l'iceberg, hein, qui cache la grande partie, Mike Moukébaï s'est déchaîné. C'est vrai qu'il a tenté d'aller voir Fayulu pour parler avec lui, mais je voudrais signaler une chose. Un jour, j'avais dit que Fayulu est arrivé, on n'a pas vu les drapeaux des autres partis politiques de la Mouka. Et cela a été après que on a tous assisté à la marche qu'avait organisée la Mouka, mais qui finalement avait fini par ressembler à une marche des MLC. Ça fait quand même 2 marches où on voit un leader, ou bien des manifestations, un leader de la Mouka en tête, mais on ne voit pas les autres. D'après mes informations, au sein même du MLC, je dis bien au sein même du MLC, il y a eu des gens qui avaient demandé pour qu'on envoie des jeunes du MLC pour aller accueillir ma femme, Martin Fayulu. Je voudrais dire, il y a eu des protestations, on a dit pas question. On ne peut pas envoyer des jeunes. Et les quelques jeunes de Kingabwa, les gens du MLC savent ce que je dis. Il y a une poignée de jeunes de Kingabwa qui, certainement, la consigne ne leur était pas parvenue, s'étaient rendus
à Tchangou pour aller accueillir ma femme, à l'entrée de la route, ce qu'on appelle boulevard Kimbuta. Demandez aux habitants de cette contrée-là, de cette partie-là, ils vous diront qu'il y a eu une altercation entre le partisan des Fayoulou et ceux de Jean-Pierre Mbemba, une poignée de jeunes qui avaient des drapeaux. On leur a dit, nous savons que vous êtes avec Félix. Vous êtes des traîtres, pas question de venir au meeting de notre leader. Bon. Maintenant, posons-nous la question. Fayoulou revenait des États-Unis. Je vous ai dit que dans sa conférence de presse, il avait un langage très conciliant. D'abord parce que les États-Unis, il est difficile d'aller aux États-Unis et s'opposer à Félix Tshisekedi et avoir gain de cause pour des raisons évidentes que vous connaissez. Le président Félix Tshisekedi a les soutiens, c'est pas moi qui l'ai dit, l'ambassadeur Mike Hammer, qui est maintenant en séjour en Bandaka, l'a dit ouvertement. Et quand vous entrez dans le website du département d'État, vous tapez sur la RDC, là où il y a la liste des pays, vous allez voir, il est dit noir sur blanc que les États-Unis soutiennent les efforts du président Félix Tshisekedi et du gouvernement de la RDC contre la corruption. Et Mike Hammer l'a rappelé dernièrement, la semaine passée. Alors, donc je disais, aux États-Unis, un tel langage, on comprend. Mais arrivé au Congo, après avoir fait escale en Europe, où il a rencontré Adolphe Muzito, quand ils arrivent à Kinshasa, les langages changent. Mais quelques temps après, là j'aborde déjà aussi le deuxième sujet, quelques temps après, on voit une sorte de balai diplomatique à Fadenhouse. Le premier à venir lui rendre visite, le tout premier, c'est l'ambassadeur Mike Hammer, l'ambassadeur des USA en RDC. Ensuite viendra Madame Leila Zerougui. Ensuite viendra les chargés d'affaires de l'ambassade les chargés d'affaires de l'ambassade de la France en RDC, et la série avait continué. D'après nos informations recueillies, au cours des entretiens avec ces ambassadeurs, ces diplomates, Martin Fayoulou n'a jamais évoqué l'affaire des destitutions des chefs de l'État par le mécanisme prévu par la Constitution suite à la haute trahison. Jamais, je dis bien jamais. Par contre, Fayoulou a partagé son plan de sortie des crises, entre guillemets, aux diplomates. Mais ça va au-delà de cela. Ce plan de crise va au-delà de ce que nous savons. Écoutez-moi très bien. Kabila n'a pas, ou bien n'a plus, quelqu'un à la tête de la CENI qui est de son obédience. Et pour Kabila, il ne peut pas aller aux élections sans avoir l'assurance que celui qui est à la tête de la CENI est de son camp. Parce que c'est un problème de survie pour lui et pour les FCC. Alors, que ferait Kabila dans ce cas-là? Kabila va tout faire aussi d'empêcher qu'il y ait la désignation d'un nouveau président de la CENI. C'est à quoi nous assistons maintenant. Les gens font du surplace. Alors, je disais donc,
Kabila n'a pas intérêt à laisser que les élections se tiennent dans les conditions actuelles, donc sans un membre, sans que le président de la CENI soit quelqu'un de son obédience. Donc il aura tout intérêt, il a tout intérêt à ce que le statu quo continue. Donc la situation actuelle demeure parce que ça lui a permis d'avoir un premier ministre, ça lui a permis d'avoir certains portefeuilles importants du gouvernement. Donc, faute de mieux, ceci l'arrange. Donc, ce qui peut passer dans la tête de Kabila, je suis en train de lire les questions en même temps, c'est que Kabila souhaiterait une sorte de dialogue, même si ces gens sont en train de dire que nous ne voulons pas prenons le terme qu'on utilise au Congo, d'un glissement. Mais en réalité, la situation du statu quo, le fait qu'on est dans une sorte de blocage pour l'affaire du président du CENI, ça arrange Kabila. Et ce retard de la désignation du président de la CENI aura un impact à une date donnée sur la date de la tenue d'élection. Retenez cela, c'est très fort, c'est très très important. À cela, il faut ajouter les recensements. Bon, selon les experts du ministère de l'Intérieur, du ministère du Plan et de la décentralisation, avec le concours des différents gouverneurs des provinces, on est arrivé à la conclusion qu'on peut avoir les recensements dans 2 ans. C'est bon, mais ce n'est qu'une prévision. Si les élections n'ont pas lieu dans 2 ans, what is going to happen? Qu'est-ce qui va se passer? On va tomber dans la logique du dialogue. C'est très important ce que je dis là. Or, le dialogue arrange Kabila. Je vais aller plus loin. Et ça n'arrange pas seulement Kabila, mais ça arrange aussi d'autres gens. À l'occasion de ce dialogue, ils vont se relancer pour la course présidentielle, y compris le Kabila, parce qu'il espère. Très important ce que je vous dis. Voilà pourquoi j'ai dit, suivant les paroles de l'ambassadeur des États-Unis de Madame Leila, que Fayulu, dans ses entretiens avec ses diplomates, il a un autre langage. Alors, cette situation peut nous conduire à un dialogue. Or, les dialogues, s'il a lieu, vont nous conduire à un glissement, ce qui fera que probablement le président de la République va rester, mais le gouvernement va tomber, l'Assemblée nationale risque d'être dissoute pour qu'on en crée une autre où les membres seront désignés par les partis politiques et les espérances. Voilà donc les scénarios auxquels nous pouvons assister. Et de ce fait, s'il y a glissement, donc Kabila pourrait se relancer, Jean-Pierre Mbemba pourrait se relancer, Moïse Katumbi pourrait se... Donc, vous avez là plusieurs personnes qui peuvent profiter. Mais pourquoi Mike Mukeba s'en prend à Fayulu? Parce que ce n'est pas la première fois que Fayulu a tenu des propos pareils à l'endroit du chef de l'État. La vérité est celle-ci. Mike Mukeba, il ne peut pas dire ces choses sans l'aval de Moïse Katumbi. Il y avait une lutte. Déjà, je vous disais donc, il y avait... Qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait déjà une lutte de leadership au sein de la Mouka. Maintenant, Mike Mukeba, quand il parle certainement sous la bénédiction de Moïse Katumbi, parce qu'il n'y a jamais eu de démenti.
de cette information. Bonjour Maman Régine, merci beaucoup. Alors, je dis cela aussi par rapport à ce que Madame Zerougui avait dit en des termes très diplomatiques, mais quand on essaie de creuser, on comprend au fond ce qu'elle veut dire. Elle dit, bon écoutez, on doit aborder des sujets qui fâchent maintenant pour qu'on ait des élections à l'issue desquelles il n'y aura pas de contestation. Mais quels sont les sujets qui fâchent? C'est la CENI, c'est l'identification des Congolais. Parce qu'on ne sait pas à l'Est, par exemple, je prends l'exemple de l'Est, mais ça peut aussi être au Sud, ça peut être à l'Ouest. On ne connaît pas qui est Congolais, qui ne l'est pas. Alors Mike Moukebaï, ce que lui et l'ensemble reprochent à Fayoulou, c'est le fait que, il me semble, je dis bien il me semble, que Fayoulou rentrant des États-Unis, il est venu avec une démarche qui est cautionnée par les Américains. Je réponds bien. Alors, cette démarche, Fayoulou l'amène en singulier. Et c'est cela qui fâche les camps de Moïse et les camps de Jean-Pierre Mbemba, bien que côté Jean-Pierre Mbemba, on est moins bavard sur ça. Et pourquoi? Parce que les élections passées avaient positionné Fayoulou comme un interlocuteur, j'allais dire, important dans la donne politique d'aujourd'hui. Il vous souviendra, le chef de l'État, lors de son discours, avait fait un appel à Martin Fayoulou en lui tendant la main. Bon, maintenant, nous avons Fayoulou qui a dit que je pardonnais, tout ça. Et on voit Mike Moukebaï qui revient. Maintenant, je suis en train de me dire que sa cible, son acharnement, c'est... Est-ce que je peux prendre des questions? Maintenant, je vois ça tombe beaucoup là. Donc, cette démarche en solo de qui? De Martin Fayoulou dérange une partie de la Mouka, mais en même temps, du côté... mais la Mouka ne veut pas dire ce qui nous dérange, c'est ça. Mais vous entendez à des termes un peu voilés, Mike Moukebaï qui dit, mais il n'a pas consulté les autres. En même temps, l'IDPS, comme je l'ai dit, pour l'IDPS, c'est normal que l'IDPS réagisse comme ça. C'est quand je parle que les gens... Alors, Martin Fayoulou prendra le soin. Martin Fayoulou prendra le soin de ne pas associer Mouzito, qui, d'après plusieurs sources fiables, c'est l'homme qui, au niveau de l'Europe, avait pris les contacts avant l'arrivée, avec la FCC, avant l'arrivée de Martin Fayoulou en Europe. Alors, maintenant, Martin Fayoulou prend le soin de ne pas associer Mouzito, qui est le coordonnateur de la Mouka, à ses rencontres avec les diplomates. On se pose la question, on devrait se poser la question, Mike Moukebaï devrait, si vous voulez parler clairement, il devrait dire ce qui nous énerve, c'est ça, c'est en quelle qualité tu reçois tous ces diplomates seuls. Parce que c'est ça le vrai problème. Je répète encore, c'est ça le vrai problème. Donc, il y a un problème de leadership au niveau de la Mouka. Chacun cherchait à être l'interlocuteur privilégié
des Occidentaux. Il me semble, merci beaucoup, merci Flazy. Il me semble que Martin Fayulu a pris de l'avance par rapport à ses pairs, dont notamment Moïse Katumbi, à Jean-Pierre Bemba, hein, à Muzito. Or, nous savons, ce n'est pas un secret, avant Genève, Martin Fayulu, il est vrai qu'il était connu, mais il n'avait pas une telle influence avant. Et nous savons que, moi j'ai des documents de preuves de l'argent payé, des contacts et l'argent payé par Moïse Katumbi, hein, au niveau de ses lobbies aux États-Unis, au nom de Martin Fayulu, comme candidat de la Mouka. Alors, maintenant, c'est comme qui dirait, on l'a sorti de la boîte où il était, il a pris de la dimension, maintenant on veut le retourner dans la boîte, finalement la boîte est devenue petite, et lui ne veut pas non plus. Il veut évoluer, continuer comme ça, parce que maintenant là, il a quand même un leadership qui est visible, et vous allez constater que Muzito, c'est quelqu'un qui, dans les manifestations publiques, s'associe à Martin Fayulu, parce que Muzito venait, c'est un dissident de Palou, venait d'être chassé pratiquement du Palou. Au moment où le vieux Gizenga était très malade, on pouvait prédire sa mort dans les jours, les semaines qui suivaient, voire même le mois, et ce qui est arrivé malheureusement après. Donc, il y avait aussi une lutte de leadership au niveau des Palous. C'est comme ça que Muzito devrait trouver un endroit où il devait se greffer pour garder plus ou moins une visibilité. Et quand il y a eu des cracks au niveau de la Mouka, il devrait trouver une faction de la Mouka, hein, ou quelqu'un de la Mouka, pour s'accrocher à lui, pour maintenir la visibilité dont il a désespérément besoin. Parce qu'entre-temps, quelqu'un devrait capturer les vides laissés au niveau il faut dire les choses, ici je voudrais employer un terme sociologique, des Bandundu, ou les Palous, c'est au regard des résultats que je dis cela. Je sais que les Palous a eu quelques 2-3 députés en dehors des Bandundu, mais 95% ou 98% des députés des Palous, c'est dans les Bandundu. Donc, à la mort de Gizenga, quelqu'un devrait capturer cette base-là. Martin Fayulu n'était pas très fort dans les Bandundu. Son champ d'action, c'était beaucoup plus Kinshasa, bien qu'originaire des Bandundu, mais pour lui donner une ampleur, dans le cadre de la campagne, il a été accompagné dans le Bandundu par Muzito, qu'on appelle Mfumumpa, et Matungulu. Et c'était aussi fait, non seulement dans le cadre de la Mouka, vous pouvez noter que Kamitatu, qui est aussi de la Mouka et qui est de Bandundu, n'avait pas accompagné Martin Fayulu dans cette tournée. Pourquoi? Tout simplement parce que les autres sont en guerre contre Kamitatu, notamment Muzito. Donc, c'est un peu la géopolitique que nous trouvons dans nos provinces, hein, comme dans les Kasaï centrales, où vous avez, par exemple, à Luisa, vous avez les Sesanga, donc Sesanga père et Sesanga fils, qui constituent une sorte d'une dynastie politique qui contrôle Luisa. Maintenant, l'émergence des Kabunt, d'une manière surprenante, parce que issu d'un parti politique, d'un grand parti politique et un parti politique historique, et aussi nommé par les leaders charismatiques de l'IDPS, Persona Métier Tshisekedi, avait fait très vite des Kabunt un leader au niveau de Luisa. Cela s'entend, mais lui a donné une grande visibilité dans le pays. Alors, je disais ça à un ami originaire de Luisa, j'ai dit, les Sesanga voient d'un très mauvais œil la montée des Kabunt. Parce que cela diminue leur influence au niveau
du Kasaï central, mais surtout de Luisa, où les Sessanga sont élus. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Les événements ont confirmé mon analyse. Quand on a récolté les signatures pour destituer Kabound, les députés du parti Élan cher à Sessanga, au nom de la lutte politique, de la lutte géopolitique au niveau du Kasaï, particulièrement de Luisa, Sessanga avait intérêt à voir Kabound être destitué de la vice-présidence du bureau de l'Assemblée nationale. Et ainsi, il donna l'ordre, sur base des signatures qui existent, Sezouaï et lui-même avait signé. Et Kabound a été destitué. Donc, on assiste, il y a plusieurs combats, plusieurs dimensions ici. On assiste un peu à cela. Je l'avais dit que à Genève, il y avait deux grands bénéficiaires. Il y avait Félix Tshisekedi et il y avait Martin Fayulu. C'était là les deux grands bénéficiaires. Et aujourd'hui, Martin Fayulu est en train de récolter les bénéfices de Genève pour son compte personnel. Nous connaissons la dimension de l'ESID. Mais croyez-moi, aux élections prochaines, l'ESID aura plus de députés par rapport aux autres séances passées. Alors, qu'est-ce que nous voyons là? En des termes très clairs, vous avez Moïse Katumbi qui a lâché ses boys. On ne peut pas se cacher. Quand vous regardez Tchani, on connaît sa proximité avec Moïse Katumbi, le journaliste Peter Tchani. Et quand vous regardez l'interview de Peter Tchani avec Moukébaï, qui est en train de passer dans toutes les tribunes possibles, ce qui veut dire qu'il y a une campagne, il y a une action bien tracée, bien programmée, et il y a certainement un financement, parce qu'on ne va pas chez Mutombo, Nabosolo, la politique, on paye, les gens payent là-bas, chez Bosembe, tous ces gens-là, on paye, ils font payer. Donc il y a un budget qu'on a mis, et vous voyez, il y avait lui, il y avait Wemba, et il y a Francis Kalombo. Alors, vous voyez que et d'autres journalistes, c'est qui? C'est Pero Mouawa, hein, l'autre est là. Donc, vous voyez que la machine de communication de Moïse Katumbi s'est déployée et a commencé à lâcher des armes lourdes contre Martin Fayulu. Ce n'est pas parce qu'il a dit que Félix Tshisekedi, le président de la République, sera destitué, pas du tout. Et c'est prouvé juridiquement, c'est très compliqué. C'est très compliqué, ça ne va pas aboutir. C'est très compliqué. Mais ils se servent de cette déclaration de Martin Fayulu parce que cela plaît certainement aux gens de l'IDPS aussi. Ils se servent de cette déclaration pour régler des comptes à Martin Fayulu pour une autre raison inavouée. Voilà ce qui se passe derrière cette communication qu'on voit contre Martin Fayulu. Il est certainement... En fait, moi, mon analyse, j'ai l'impression que le plan de sortie des crises de Martin Fayulu, j'ai l'impression qu'il a été finalement endossé, mais après que, c'est une impression, après qu'on ait amendé ces plans. Ça a été endossé au niveau des États-Unis. Je suis sûr de ça. Et c'est ça, et comme je vous ai dit, le premier à venir les rencontrer, c'est Mike Hammer. Or, s'il y a dialogue, je vous ai dit, il y aura glissement, donc il y aura forcément un gouvernement de transition, et j'ai l'impression que Martin Fayulu aura une place de choix dans ces gouvernements-là. Alors, les autres se disent, non, nous avons des partis politiques qui ont un certain nombre de députés, et c'est nous, quelque part, qui lui avons donné la dimension qu'il a aujourd'hui.
Donc, il ne peut pas y aller en solo, nous devons avoir notre part. Et qu'est-ce que, comme on dit en anglais, qu'est-ce qu'il has cooked? Qu'est-ce qu'il a préparé dans la cuisine? Quels sont les ingrédients qu'il a mis? Parce que déjà à l'époque, quand il avait proposé ce plan-là aux États-Unis, cela avait fait mal aux autres. Kamitatou avait tué. Donc, il y avait déjà la tentative d'aller en solo et les autres essayaient de les retenir. C'est ça la vérité. Enfin, c'est ça ce que moi je pense. Et c'est comme on dit, time will tell. Mais je vous dis, je suis à 97% sûr que ce que je dis, c'est ce qu'il y a. J'étais à certaines de mes sources, parce que je ne peux pas tout dire, je dois protéger pour avoir des informations qui vont me permettre de comprendre davantage certains phénomènes que nous voyons, des apparences. Il s'agit là des apparences. Je vous donne pour preuve aussi, mais le maître Théodore Ngoï, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ma démarche ne vise pas à destituer les chefs de l'État. Je voudrais plutôt que mes clients soient rétablis dans leurs droits. Il sait, maître Théodore Ngoï, il sait que ça ne se fera pas. Bien que ce soit quelqu'un qui a une certaine proximité avec les FCC, mais croyez-moi, on connaît maître Théodore Ngoï, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu des relations fixes, constantes avec la Kabylie. Donc, lui aussi peut avoir vu dans les déclarations de Martin Fayulu, c'est vrai que le juge l'avait contacté, mais n'oubliez pas, c'est un avocat, mais c'est aussi un acteur politique. Il était candidat aux élections passées. Maintenant, la question reste de savoir qui a invité l'autre. C'est Martin qui l'a invité parce que lui, en tant qu'un ancien candidat aux élections passées, s'associer à Martin, ça fait du poids. Et croyez-moi, peut-être entre eux, entre lui et Martin, ils n'ont pas seulement parlé de la démarche de destituer le président de la République. Ils ont certainement parlé de ces schémas de crise que je crois Martin Fayulu a fini par faire adopter, mais qu'on a amendé, dont on a tenu compte de la réalité qui doit absolument venir autour du chef de l'État et rejoindre ceux qui sont là. Donc, quand Théodore Ngoï dit, c'est un signal fort qu'il envoie au chef de l'État, il dit, ma démarche ne vise pas à les destituer. Alors que le FCC voudrait que ça soit ainsi. Mais on a un autre son de cloche. Le FCC dit non, nous ne sommes pas associés à cela. C'est très, très important ce que je dis. C'est dans le détail que nous allons voir, nous faire une idée de ce qui est caché. Il y a une sorte de consensus autour du chef de l'État qui est en train de se former. Et je suis en train de me dire, est-ce que le jeune qui était parti attaquer les sièges de l'ECD, est-ce qu'ils sont-ils réellement des jeunes de l'UDPS? Question mark. Parce que, vous savez, c'est facile de jouer. Des jeunes de moto ne veulent pas dire forcément des jeunes de l'UDPS. Les gens ne savent pas. Les FCC a aussi des jeunes gens qui montent sur les motos, qui font les transports de motos là. On leur avait même acheté des motos à l'époque. Qui les a envoyés réellement? Quelqu'un n'a-t-il pas profité de la colère de l'UDPS suite aux déclarations de Martin Fayulu et de Théodore Ngoï pour aller attaquer les sièges de Martin Fayulu tout en sachant que l'opinion très vite va conclure qu'il s'agit des jeunes de l'UDPS. On peut même, à la limite, prendre, soudoyer des jeunes de l'UDPS pour
pour aller faire un tel travail, je ne discute pas, je ne dis pas que ce n'est pas des jeunes de... Ça peut être des jeunes de l'UDPS, mais l'autre hypothèse, c'est peut-être pas des jeunes de l'UDPS. Et la dernière, c'est des jeunes de l'UDPS, mais ce n'est pas venu de la direction de l'UDPS, mais venu d'une autre force politique qui en veut à Martin Fayulu. Parce que c'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant. Moi, na babeti mde mwana na ngai. Mais neni ni voisin, azo ke noko bundisa mutu abeti mwana na ngai, koleka ngai moko kolo mwana. Afona mituna. Je dois me poser la question. Alors, j'avais mis un proverbe mongo. On dit, on dit ceci. Nzeto babeti na mwana mboa. En fait, les gens m'ont posé la question, je profite de ce direct. Je voulais dire, c'est dans le cadre de ce que Moukébaye est en train de dire. Hier, Moukébaye a été utilisé pour s'attaquer contre Félix Tshisekedi. C'est un communicateur. Alors, c'est le même bâton qu'on utilise aujourd'hui pour taper sur Fayulu. Et je suis clair, je soupçonne, je dis bien je soupçonne, quand je regarde l'appartenance de Moukébaye, son appartenance politique, il est de la Mouka, mais au sein de la Mouka, il est de l'ensemble. Et on n'entend pas les dirigeants de l'ensemble se distancer, parlons de distanciation, prendre distance de lui par rapport à ses propos. Il y a un dicton qui dit qu'il ne dit mot consent. Je crois, vous avez tous compris. Mais ce ne sont pas des prophéties là. Il s'agit là d'une analyse et puis des projections. Comme je dis, time ou tel. Maintenant, je prends Pero Louara. Merci beaucoup, Vivo et Justice. J'avais oublié son nom. Bon, maintenant, prenons... Et puis, voilà, j'allais oublier, excusez-moi. Vous avez senti dans les propos de Mike Moukébaye, quand il parle, il démontre combien Martin Fayulu avait rendu impossible sa rencontre avec Mike Moukébaye. Parce que ces gens-là étaient en train de s'espionner. La dernière marche, l'avant-dernière, celle qui était conduite par Jean-Pierre Mbemba, quelques personnes qui avaient eu connaissance des réunions préparatoires avaient senti un grand malaise au niveau de la Mouka. Donc le malaise existait, mais ne fait que croître. Aujourd'hui, ce malaise est sur la place publique. On a enlevé les gants. On a enlevé les gants. Ce que Moukébaye dit, c'est grave, hein? C'est un revirement très sérieux. Il dit, plus question de l'appeler président élu. Ben ça, c'était suffisant pour que l'ensemble, la direction du parti politique ensemble dise, non, mais là, tu es allé trop loin. Mais regardez, comme on dit, silence des morts. Même s'ils le feraient, mais au moins pour l'instant, ils veulent faire comme ça pour amener Mafa à ouvrir les jeux. Parce que je suis sûr qu'il est dans une démarche que les autres disent on doit rattraper ça, sinon on sabote. Allez, je prends qui? Merci beaucoup, Maman Régine. Marcel Pagnol dit le son est parti. Ou c'est juste moi? Ah, je ne sais pas. Le son est parti? Est-ce que je suis toujours en direct? Bon, si je suis en direct, faites-moi signe avec des j'aime ou des likes. Sinon, ça serait malheureux. Ou le frère qui m'a écrit une box, je ne vais pas citer le nom, il peut m'écrire, mais apparemment, je suis en direct. Apparemment. C'est ça les retours que j'ai ici.
Je suis bel et bien en direct. Oui, je suis en direct. Allez, je vais prendre Michel Katambwa qui dit, selon certains médias congolais qui révèlent la volonté de Kabila que le président soit élu au suffrage indirect au sein de l'Assemblée nationale, et cela se passe en Angola. Oui, pourquoi tout ça? C'est juste parce que Kabila s'est rendu compte qu'il n'aura pas un président de la CENI à sa solde. Or, si on doit élire le président au niveau de la... On doit faire les votes, donc le suffrage indirect, c'est-à-dire on élit le président au niveau des chambres, eh bien, à ces niveaux-là, on a les rôles... Merci beaucoup, merci mon frère. Donc, je suis en direct. Le rôle du président de la CENI sera insignifiant. Parce que ça sera certainement et la CENI et les deux bureaux des assemblées donc des chambres, et peut-être avec d'autres gens, qui viendront superviser ces votes-là. Donc c'est un peu sécurisant pour Joseph Kabila qui se bat, aujourd'hui on peut le dire, pour retourner au pouvoir d'une manière ou d'une autre. Ou alors placer quelqu'un qui lui est très proche. Je dois d'abord prendre Patrick Djembe pour faire justice parce qu'il était le tout premier à poser une question. Est-ce que je peux le retrouver? Il m'avait dit, bonjour Anglo-Congo, ma question, peut-on faire confiance aux leaders de la Mouka pour les changements RDC? Bon, la confiance, elle est relative. Pour un leader politique, il faut qu'il prouve, ils doivent gagner cette confiance. On ne doit pas leur faire confiance. Ils doivent gagner cette confiance par leurs actes. Ce n'est pas une confiance aveugle, non. Et cela est vrai pour tous les leaders politiques. Notre peuple doit être exigeant pour demander aux leaders politiques de poser des actes qui vont faire qu'on leur accorde la confiance. Malheureusement, souvent, ce n'est pas le cas. Après tout ce qu'il y a eu à Genève, tout ce qu'il y a eu même avant Genève, les leaders de la Mouka, du moins pour ceux que la Mouka reste, parce que il y avait une partie de la Mouka qui était partie, qui était devenue cash, pour ceux qui sont restés, vous voyez, c'est ce qu'on dit toujours, c'est comme je dis, nous étions bêtis, moi en bois, et on est bêtis là, moi en moto. À Genève, on avait tapé sur Félix, mais après le départ de Félix, maintenant, on tape quelqu'un d'autre. Où les gens se tapent. Même s'ils font semblant. Mais on a entendu des déclarations. Une fois Martin Fayoulou, ces déclarations avaient été rapportées par un journal français contre Moïse Katumbi. Et aujourd'hui, on a un Katumbi boy à la personne de Mike Boukeba. Il n'est pas le seul. Donc, comme j'ai dit, quand vous regardez l'interview avec Peter Tchani, comme on dit en anglais, ils avaient déjà les scripts, c'était écrit en avance. Les gens ont des choses, bon, tu vas me poser, dans cette émission, tu dois me poser telle question pour que tu me donnes l'opportunité d'attaquer. Voilà, c'est à quoi nous assistons. Merci beaucoup, Maître Djembe, Patrick. Alors, autre question. J'ai pratiquement tout abordé. Allez, François Tibemba dit assez Anglo-Congo. Pensez-vous que M. Joseph Kabila peut voyager aux États-Unis? Si oui, un juge américain peut-il l'interpeller pour l'assassinat des jeunes Américains lors des événements des Kamina Sapo? Merci. Voilà, très bien, très bonne question. Je n'ai pas eu l'opportunité de parler de ça. Ce que nous avons lu dans la presse concernant le voyage entre guillemets, de Joseph Kabila aux États-Unis. Souvenez-vous, c'était, je crois, en 2000, je ne me souviens plus, ma mémoire commence à me trahir, mais il avait fait un voyage aux États-Unis et il y avait un jeune Congolais qui était venu manifester devant son hôtel et ce dernier avait été tabassé par des gardes de Joseph Kabila, parmi lesquels il y avait même des Zimbabwéens, et c'est là sous pratiquement la dictée, si j'allais, donnez-moi, passez-moi l'expression, sous le commandement de Jean-Marie Kassamba de Télé 50.
Et ce jeune homme, ce Congolais, résident aux États-Unis, avait porté cette affaire devant la justice américaine. Mais à l'époque, finalement, la justice américaine avait dit qu'on ne pouvait pas poursuivre M. Joseph Kabila et ses gardes, étant donné qu'ils avaient l'immunité. Aujourd'hui, qui n'est plus président de la République, il n'a plus cette immunité, la diplomatique. Donc, pour qu'il se rende aux États-Unis, cette affaire doit être vidée. C'est ce qui a eu lieu. Et pour raison, le juge a dit, l'ambassadeur du Congo qui est aux États-Unis, Balou Mwene, c'est l'ambassadeur nommé par Joseph Kabila qui est encore là en poste, comme d'ailleurs la plupart d'ambassadeurs à travers le monde. Donc, de ce fait-là, le juge a estimé que Kabila ne pouvait pas être poursuivi pour cela. Donc, il peut se rendre aux États-Unis. Mais cela n'a absolument, et parce que cela aussi, un tel cas était arrivé avec le président en 2013, je crois avec le président turc, Erdogan. Ses gardes avaient tapé sur des gens qui manifestaient, même sur des policiers américains. Il y avait eu des blessés. Donc c'est dans ces cadres-là, parce que Kabila n'a jamais été banni de voyager aux États-Unis en tant que personne, hein, mais plutôt c'était pour essayer de s'assurer que si jamais il s'y rendait, qu'on n'allait pas les poursuivre. Mais je souligne que ce Congolais-là a le droit de faire appel. Est-ce qu'il y a eu un arrangement à l'amiable avec les Congolais là? Je ne sais pas, parce que depuis là, il s'est tué. Il a le droit de faire appel. Il avait même perdu, je crois, quelques dents quand on l'avait tabassé. Voilà ce que je peux dire. Michel Katamba dit, pourquoi Mbemba à Kinshasa n'est pas allé accueillir Fayoulou? Est-ce que Fayoulou s'est-il déjà approprié la Mouka? Non. En fait, comme je vous ai dit, il y avait déjà deux courants au sein de la Mouka. Et ces deux courants, les fossés entre ces deux courants ne fait que grandir, prendre de la dimension. Hein? Donc, il ne fallait pas attendre que quand même Mbemba ait accueilli Martin Fayoulou à l'aéroport. Et je vous épargne ce qui s'était dit quand les gens avaient demandé au niveau de l'MSC s'ils pouvaient aller l'accueillir. Michel, je te saute d'abord parce que là, je viens de répondre à deux de tes questions. Oh, tu en as posé trois. Je prends quelqu'un d'autre. Angelvis Boabaidi, assez, vous nous aviez promis que le jour à Kérémoun arrivera à Kin, vous aurez à nous dire plus sur sa participation dans la cellule de la lutte contre la corruption. Oh, très bonne mémoire. En fait, il est arrivé à Kinshasa et nous avons eu le privilège de l'annoncer dans les réseaux sociaux. Écoutez, en tout cas, nous pensions à ce moment-là que Covid serait derrière nous quand il reviendra. Ce n'est pas le cas. Il est en train de prendre des contacts à gauche et à droite, mais nous aurons l'opportunité, je vous le promets, de parler de nouveau de lui à Keremouna, l'avocat camerounais, que la RDC, disons, les Nations Unies vont prêter à la RDC pour participer à la lutte contre la corruption. Dans les émissions passées, certainement parmi celles que vous aviez suivies sur Akeremouna, nous avons brossé le profil de l'homme. Il est à Kinshasa en séjour à Kinshasa. Et il a rencontré les responsables de l'agence de la lutte contre la corruption rattachée à la présidence. Il a rencontré l'ambassadeur américain. Et donc, voilà ce que nous pouvons dire pour l'instant. Mais donnez-nous le temps, parce que lui-même, il veut aussi avoir suffisamment le temps de s'installer. Il est arrivé dans les conditions que vous connaissez. Qui
Bon, je prends les deux dernières questions ou commentaires, comme ça on arrête. Et si vous voulez suivre après notre direct, en ce moment-là, ça ne sera plus direct, donc notre analyse, vous pouvez suivre ça sur ma page, mais vous pouvez aussi suivre ça sur YouTube de Blaise Mkenge et sur sa page de Facebook. Donc voilà, parce qu'il nous prend là déjà en direct. Nous sommes sur sa page. Allez, Pichou Kaboulou dit, Anglo, vous ne voyez pas, personne ne veut laisser la marque Lamouka. Ça servira pour les élections. Merci beaucoup, Pichou. C'est très pertinent, c'est une remarque très pertinente. Au fait, Lamouka, c'est un brand, hein, c'est une marque que chacun veut utiliser pour gagner dans l'opinion. Mais à force d'utiliser cela, de n'importe quelle manière, ça peut se retourner contre ceux qui l'utilisent. Voilà. Mais tu as raison, c'est quelque chose que personne ne va abandonner. Semble-t-il, de plusieurs sources, celui qui avait donné le nom Lamouka, ironie d'histoire, c'est le président Félix Tshisekedi. Voilà. Merci pour votre remarque, Pichou. Très, très pertinente. Oscar Mutombo Sosa dit, il s'agit de Jacques Miango. Voilà, c'est notre compatriote Jacques Miango qui était victime de la barbarie de qui? De Jean-Marie Kassamba et de la garde de M. Joseph Kabila, devenu désormais sénateur à vie. Pichou revient et dit, je ne pense pas, ils ont tous dirigé et nous avons vu comment ils ont dirigé peut-être Katumbi. Bon, là je crois que vous répondez à quelqu'un d'autre. Voilà, Guigui Makumbi dit, Faïlou sait que dans les contextes actuels, même s'il obtient gain de cause, il sera difficile pour Mbemba et Katumbi soient candidats. Voilà pourquoi la discorde dans la Mouka. Voilà. Je partage en partie ce que vous dites. Donc. Mais il doit faire très attention parce que là, il semble qu'il y a quelqu'un a tenté une action en justice contre lui et Terdon Ngoï. Je crois que bon, l'infraction n'est pas de nature à les disqualifier pour les élections prochaines, mais je suis en train de me dire il doit discipliner sa propre communication. Hein, puisqu'il y a quand même des contradictions. Bon, on comprend que parfois il faut brouiller les pistes, mais des choses, il y a l'une qui est importante pour lui, c'est ce plan de sortie des crises qu'il a fait sans associer les autres. Hein, ça, il faut le dire aussi. Hein, mais qui était en partie endossé par la CENCO, mais c'était la condition de voir comment... Alors, est-ce qu'il va-t-il approcher les autres membres de la MOUCA pour qu'ils soient associés? Bon, ça serait comme quelqu'un qui les a d'abord mis devant un fait accompli. Maintenant, après, on dit, bon, écoutez, on ne peut rien, bon, il faut qu'on les suive. C'est peut-être ça aussi la stratégie. Hein? C'est peut-être ça la stratégie. Parce que n'oubliez pas, voilà, un autre élément, quand il était aux États-Unis, il avait dit, concernant les assises des centres interdiocésains, avant leur tenue, lesquelles assises ont échoué sous la houlette du fameux expert sur la RDC, le professeur Bob Kabamba de l'Université de Liège, Martin Fayoulou revendiquait déjà la paternité de cette démarche. Il disait que c'est lui qui est le premier à proposer le plan de sortie des crises, ces schémas-là. Donc on voit qu'il est resté dans cette logique. Pourquoi? Parce que après tout, il s'est dit, bon, j'étais un des challengers principaux dans ces élections, hein, et ça me permet de garder la tête hors l'eau pour ne pas noyer, mais aussi ça devient un capital politique pour lui. Allez, merci beaucoup, vous m'avez suivi. Il y a des gens qui ont posé des questions auxquelles je n'ai pas répondu, question des temps.
Ah, Patrick Diongo, qu'est-ce que tu dis? Cher communicateur du parti, suite aux allégations mensongères tenues par Mike Moukébaye pour susciter une certaine polémique dans le but de distraire le peuple congolais et de tourner le vrai, nous vous recommandons de ne plus commenter ni relayer cela sur les réseaux sociaux afin de ne pas tomber dans les pièges. Pour cela, machin. Jean-Marc Kaboun, voilà. Vous voyez? Donc, si ça vient vraiment de Jean-Marc Kaboun, comme je vous ai dit, donc, ils sont l'ensemble, hein, j'imagine Mike Moukéba et les autres, les Katumbi Boys, ils sont tombés, hein, sur l'opportunité, mais l'IDPS s'est dit, mais c'est pas pour le même motif que nous parlons. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus dans le cadre d'une lutte de leadership interne au sein de la Mouka que ces gens parlent. Ce n'est pas parce qu'ils aiment bien Félix Tshisekedi. Non. Allez, je vous aime tous bien. Hein, que Dieu vous bénisse. Prions pour la RDC. Je suis très optimiste. Je crois que Dieu est à l'œuvre. Regardez Covid, la RDC s'en est bien sortie, gloire à Dieu. Les prédictions étaient les plus sombres, hein, mais on s'en est même bien sorti. Enfin, jusque-là, c'est pas fini, mais quand on regarde, nous avons tenu mieux que l'Afrique du Sud. Il y a même un citoyen américain qui a écrit un article pour dire que ça a été bien géré en RDC, après qu'il ait séjourné au Congo, par rapport aux États-Unis, qui est la première puissance mondiale. Donc, et soyons aussi des gens qui savent reconnaître nos mérites, ne soyons pas négatifs. Voilà, je vous laisse. God bless you, que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki sana. Mukalenga nous bénisha. Bika fumunza bika nous sakumuna. Donc, on va se voir à la prochaine. Bye bye. I love you. Ciao.